Hop. Bonjour Jade. Bonjour Aurélia. Je suis ravie de t'accueillir sur cette série d'interviews Solo to CEO. Comment tu vas? Je vais très bien et je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Donc Jade, tu as une entreprise qui s'appelle Audage et je sais que c'est dans le domaine de la lithothérapie. Tu as une panel de services à proposer. Donc je vais te laisser nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ça marche. Je m'appelle Jade. Je suis effectivement une experte en lithothérapie. Pas prédestinée du tout à l'être. C'est la vie qui m'a amenée à ça, via la maladie notamment, où j'ai découvert les pierres. Et du coup, je me suis dit que c'est dommage que les gens ne connaissent pas cet outil qui était incroyable et qui, moi, m'a beaucoup aidé. Et donc, effectivement, en 2019, j'ai lancé Audage, qui est un e-commerce où je vends des pierres qui sont éco-sourcées en ligne. Et cet univers minéral, après, n'a fait que s'étendre, puisque un an et demi après, j'ai lancé l'École des Pierres, qui est un organisme de formation où je forme à la lithothérapie. Et on a aussi maintenant le podcast qui est dédié à la lithothérapie, et une fois par an, un sommet de la lithothérapie aussi qu'on organise, où, tu vois, l'année dernière, par exemple, on a eu 6000 personnes. Quand même. Voilà. Superbe. Et donc, ça fait combien de temps que tu as lancé ton entreprise? Donc, ça a commencé avec Audage en 2019, et maintenant, j'ai deux sociétés. J'ai Audage et l'École des Pierres. D'accord, ok. Voilà. C'est top. D'ailleurs, en parlant de pierre, tu vois, dans mon bureau, j'ai mes petites pierres qui Ah, représentent les chakras, tu vois, donc le quartz rose, enfin, j'ai un peu de tout, hein. Je ne me rappelle plus des noms, mais voilà. Elles sont à c'est côté de moi. important. Et puis, je pense aussi à les purifier, à les nettoyer pendant les pleines lunes, hein, si c'est bien ça. Oui, c'est super. Il faut prendre soin de ses pierres. C'est comme ses plantes. Exactement, ouais, j'adore. Ouais. Écoute, je te propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Et Let's donc, Solo to CEO, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, j'aimerais bien, tu sais, faire, comme d'ailleurs je vais faire avec tous mes invités, c'est de définir les termes solopreneur et CEO. C'est important parce qu'on a souvent des visions et des façons de voir ces termes-là différents. Donc, moi, je vais t'apporter la mienne de vision pour ces deux Avec termes. plaisir. Et, euh, et toi, bien sûr, tu pourras me donner voilà, ta vision là-dessus, avec plaisir. Yes. Donc, pour moi, un solopreneur, c'est vraiment quand tu démarres et que tu es vraiment le couteau suisse de ta boîte. C'est-à-dire que c'est toi qui fais tout dans ta boîte, qui fais tout dans ton entreprise et tu travailles surtout dans ton business. Allez, à 80-90% dans ton business et peut-être 5 à 10% de ton temps, tu vas le passer plus sur ton business, sur la stratégie, sur la vision. Voilà. Alors qu'un CEO, pour moi, bien que même quand tu es solopreneur, que tu as ta micro-entreprise, tu es quand même chef de ton entreprise. Mais pour moi, un CEO, c'est quelqu'un qui commence à se détacher de l'opérationnel pour Ouais. s'entourer d'une équipe et commencer à déléguer justement, pour qu'il puisse être focusé et se concentrer vraiment sur sa vision et sur ce qu'il aime faire, hein, voilà, sa zone de génie, et sur des projets vraiment à haute valeur ajoutée. Donc pour moi, quand tu adoptes cette posture de CEO, de chef d'entreprise, tu vois, tu es plus détaché de l'opérationnel et tu as plus un rôle, si tu veux, enfin moi je le vois comme ça, comme chef d'orchestre. Ouais. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que j'aurais pas pu mieux dire ce que tu as dit. Pour moi, quand on est solopreneur, c'est plus quelque chose de très artisanal. Et sans être péjoratif, on joue un petit peu au marchand. Tu vois, ça reste quelque chose de beaucoup plus voilà, de beaucoup plus ouais, artisanal. Alors que, effectivement, après, quand on prend sa posture de chef d'entreprise et qu'on a une équipe, on a d'autres enjeux, en fait, et il y a tout un shift qui se passe. Mais franchement, parfait. Non, super, parce qu'on se rejoint là-dessus. Top. Ouais. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, à quel moment, toi, tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur à CEO? Quels ont été les signes déclencheurs? Est-ce que c'était, par exemple, un palier de chiffre d'affaires? Est-ce que c'était un manque de temps? Généralement, c'est beaucoup le manque de temps, l'agenda qui se remplit vite, un manque de compétences aussi, où tu avais besoin de déléguer certains aspects. C'était quoi Ouais. pour toi tes éléments déclencheurs? En fait, je pense que je suis passée de solopreneur à CEO sans forcément le savoir, parce que je pense que c'est pas une décision qu'on acte dans la matière en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais être CEO maintenant, tu vois.
Je pense que ça a été fait d'un point de douleur, effectivement, de deux douleurs pour moi, qui sont le fait que j'étais bloquée à un certain palier de chiffre d'affaires depuis un moment. D'accord. Et du coup, j'avais aussi envie de matérialiser tellement de choses, j'avais tellement d'idées, mais toute seule, je sentais que je pouvais plus y arriver en fait. Et en fait, je pense que ce pas qui a été fait entre la solopreneur en moi et la CEO, c'était avec mon premier recrutement, entre guillemets, la première personne que j'ai pris pour travailler avec moi, donc ma première assistante que j'ai pris. Et je pense que c'est là où la transition s'est faite. D'accord. Donc, en fait, combien de temps à peu près? Donc, en 2009, tu as créé ton entreprise. En deux mille Combien... dix-neuf, ouais, j'ai créé mon entreprise et ça s'est fait environ un an après. Ça D'accord. s'est fait un an après environ. Ouais. Ah oui, donc ça a été rapide. Ça a été rapide, ça a été rapide, mais ça a été rapide parce que aussi j'ai intégré un mastermind et du coup en fait j'ai commencé à avoir les bonnes pratiques aussi et à comprendre un petit peu certaines choses. Mais oui oui ça a été fait au bout d'un an. Ok, superbe. Et est-ce que tu te rappelles comment tu as géré cette transition justement vers ce rôle plus axé sur la gestion et la direction stratégique? Alors, je pense que je l'ai géré avec beaucoup d'insouciance, beaucoup de peur aussi, parce que je pense que quand tu prends ta première personne, tu as énormément de peur parce que tu dis, tiens, mince, il faut que j'arrive à générer tous les mois un chiffre d'affaires pour pouvoir la payer, et il n'y a plus que soi qui est en place, et ça, ça fait peur parce que quelqu'un d'autre dépend de soi. Il y avait énormément cette peur, et puis au bout d'un moment, quand on voit que ça fait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, et qu'on arrive à le faire, on se dit, bon, c'est bon, ça va. Mais je pense qu'au début, j'ai été assez insouciante et je n'ai pas forcément géré. C'était juste avec quelqu'un. En fait, c'était pas une posture de CEO, on va dire, très réfléchie. Et donc, en fait, c'était, vas-y, je suis en train de me noyer, viens te noyer avec moi, on essaie de ramer ensemble, tu vois. Ouais. Et, et du coup, il n'y avait pas d'onboarding, il n'y avait pas de process, il y avait rien du tout. Donc, c'était dans ma transition, c'était le premier pas vers ma direction, vers le CEO. Et en même temps, elle s'était pas réfléchie, c'était pas acté. Là où j'ai vraiment eu ma deuxième transition de CEO, je pense que c'est il y a environ 8 mois seulement. Ouais, 8 mois. Où là, j'ai pris un intégrateur pour travailler avec mes côtés. On a processisé tout le business. Enfin, tu vois, on a travaillé sur toutes les équipes. Et je pense que c'est à ce moment-là où là, je suis vraiment rentrée dans le game et j'ai compris ce que c'était et j'ai mis en place les bonnes actions. Waouh. D'accord. Ben justement, on va parler, on va rentrer vraiment dans la délégation justement. Est-ce que tu peux me dire justement quels sont les aspects que tu as choisi de déléguer en priorité en tant que CEO? Comment tu t'y es pris? Comment tu as pris les décisions? Ok. Eh bien, ma première personne donc, que j'ai eue, mon assistante, pour moi, c'était justement déléguer toutes les petites tâches du quotidien où il y avait peu de valeur ajoutée pour moi de les faire finalement. Parce que moi, je me concentrais sur le fait. Moi, j'ai un seul canal, enfin, j'avais à l'époque un seul canal d'acquisition qui était Instagram. Et donc, forcément, la vente, c'était moi qui le faisais. Et il fallait absolument que je sois présente parce que je suis beaucoup en personal branding. Donc, il Ouais. fallait que je sois présente pour faire des stories, pour écrire les emails, pour tout ça. Et du coup, j'avais besoin, effectivement, comme tu l'as dit, quand tu as parlé de solopreneur, j'avais besoin d'une assistance un peu MacGyver, un peu couteau suisse, tu vois, qui fasse un petit peu tout et toutes les petites tâches, en fait, qui me permettaient, moi, de rester focus et de ne pas m'attarder dans trop cet opérationnel-là qui me faisait perdre du temps. Ça, c'était ma première chose que j'ai déléguée. Et c'est souvent ça d'ailleurs. C'est souvent ça qu'on délègue en priorité. Oui, C'est vraiment toutes les tâches qui nous prennent beaucoup d'énergie, qui sont à faible valeur ajoutée, et qu'on sait qu'on peut déléguer facilement, effectivement, à une assistante, une VA, une assistante administrative, opérationnelle. Superbe. exactement. Et ensuite, Et après, par la suite, à qui tu as... alors après, j'ai travaillé avec quelques prestataires externes qui travaillent à la mission. Par exemple, au début, j'ai créé mon premier tunnel de vente pour l'école des pierres. Et donc, j'ai travaillé avec des experts qui m'ont permis de construire ce tunnel-là. Puis finalement, il a fallu que je travaille avec une agence de pub, etc. Et en fait, il y a eu un shift quelques mois après où là, j'ai vraiment, en fait, si tu veux, quand le business a commencé à prendre forme, ça a été plus facile pour moi d'avoir l'équipe parce que je savais exactement ce qu'il me fallait comme personne. Donc de là, j'ai recruté une Customer Care en plus pour pouvoir justement se répondre aux emails, s'occuper du suivi des élèves. J'ai pris un responsable marketing aussi pour venir s'occuper justement de tout ce tunnel de vente, de toute cette mise en place, internaliser des choses.
Et j'ai pris une assistante, une nouvelle assistante que j'ai fait monter en chef de projet aussi pour gérer un petit peu tout ça. J'ai recruté un intégrateur. J'ai aussi une photographe qui m'accompagne avec moi dans tous mes voyages quand je voyage et qui vient m'aider à tourner mes réels et enfin, voilà, qu'on fasse un petit peu tout ça. Ouais. J'ai également maintenant une responsable voyage parce que, oui, je ne l'ai pas dit, mais j'organise aussi des voyages où j'emmène les élèves avec moi au cœur des mines pour aller voir ce qui se passe. Trop bien. Voilà, pour organiser tout ça. Et j'ai des personnes aussi qui s'occupent pour la partie vraiment purement rodage, là, du coup, en présentiel, de la partie vraiment du colisage, de la mise en ligne des produits, etc., qui prend aussi pas mal de temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'on a un écosystème et qu'on a quand même deux sociétés. Donc on a des personnes qui travaillent pour les deux boîtes et d'autres personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'une et l'autre. D'accord. Ah oui, oui, je vois. Et quand tu parles justement, parce que tu as employé le terme intégrateur, justement, Oui. donc moi je suis OBM, on est un business manager, donc pour toi, intégrateur, OBM, c'est la même chose? Non, Ah voilà, donc dis-moi. non. Et en même temps, ça peut l'être. Ouais, Je m'explique parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose de particulier. Pour moi, il y a autant de types d'OBM qu'il y a de types d'intégrateurs aussi. Et yes. on va avoir des intégrateurs qui vont être beaucoup dans l'opérationnel et donc effectivement qui vont se rapprocher des profils d'OBM. Et on va avoir des intégrateurs qui vont être beaucoup plus dans la stratégie. Moi, mon intégrateur, par exemple, moi, j'ai pas de problème avec l'opérationnel. Je suis une machine dans l'opérationnel et mon équipe aussi. Et ce que je voulais, c'était un intégrateur plus bras droit, mentor, qui a déjà poussé des boîtes aussi à aller au million. Et du coup, qui était capable de m'accompagner sur cette partie vraiment stratégique et mise en place et de voir en fait le tableau que moi, je ne vois pas encore. Hmm. Et donc, il m'accompagne vraiment sur cette partie-là. Et là où, pour moi, une OBM, même si elle a de la stratégie, pour moi, elle va avoir beaucoup le terme que tu as employé toi la dernière fois de chef d'orchestre, chef de projet aussi. Et encore, pour moi, il y a différents types de profils, puisqu'il y a des OBM qui vont être beaucoup plus spécialisés Exactement. tu vois, dans un aspect ou dans un autre. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas que des généralistes, il y a des généralistes et des spécialistes aussi, ouais, selon Exactement. leurs Et appétences, leurs compétences. c'est ça. Et ce qui est important, c'est de savoir justement de quoi nous, on a besoin, parce que souvent, il y a des erreurs dans les recrutements d'OBM et d'intégrateurs, et pourtant, c'est essentiel parce que c'est des postes qui sont à haut vol. En tout cas, moi, je considère que après moi, les postes les plus importants, c'est mon intégrateur et un OBM, tu vois. Et là où je trouve qu'il y a énormément d'erreurs, c'est quand on prend justement un intégrateur alors qu'on ne sait pas exactement ses besoins à soi, de quoi on a vraiment besoin, et je pense que c'est essentiel de se poser la question. Exactement. Donc en fait, tu as donc un intégrateur donc qui s'occupe, qui va être ton bras droit pour tout ce qui est aspect stratégique, vision, etc. Et Ouais, tu m'as parlé également d'une chef de projet, oui, c'est ça? c'est D'accord. ça. Donc Et c'est cette chef de projet qui, voilà, et c'est ces deux facettes-là qui font un petit peu ce profil d'OBM. Et cette chef de projet, d'ailleurs, je suis en train de la faire monter en posture d'OBM parce qu'elle est excellente. d'accord, superbe. Voilà. Est-ce que tu te rappelles au début si tu avais une appréhension à déléguer? Alors moi, j'ai le problème inverse. C'est pas que j'ai une appréhension à déléguer, c'est que j'ai trop de facilité à déléguer, je vais déléguer trop vite. Ouais, Voilà, ce qui amène aussi des problèmes. Non, parce que je sais que la plupart des entrepreneurs, on a cette peur de déléguer, de penser qu'on est irremplaçable, que ce sera moins fait ou moins bien ou moins vite, etc. Ce qui est aussi souvent le cas, hein, surtout dans les phases d'onboarding. Pour moi, une phase d'onboarding, ça dure 3 mois quand quelqu'un rentre dans son business. Il y a vraiment 3 mois où il y a cette transmission qui se fait. Et c'est vrai qu'au début, quand quelqu'un vient, bah, il ne faut pas se leurrer, c'est fait moins vite peut-être parce que nous, on connaît nos business par cœur, donc ça va beaucoup plus vite. Mais pour moi, c'est le jeu. Et pour avoir quelqu'un qui soit hyper efficace derrière, il faut passer par ces 3 mois de latence où la délégation, du coup, elle coûte plus au début. Mais par contre, au bout de ces 3 mois, c'est là où on ressent tous les bénéfices, tu vois. c'est ça. Ouais, ouais. Moi aussi, j'avais ce. J'allais te dire, effectivement, les 3 premiers mois, ils sont intenses parce que ça te coûte en temps, en énergie, en argent aussi, hein, parce qu'un recrutement, bah, ça coûte, hein. Et Ouais, surtout, le pire, c'est un recrutement raté qui ouais, te c'est coûte ça. encore plus de temps, d'argent et d'énergie. D'où l'importance, effectivement, comme tu disais au préalable, de bien définir ton besoin avant d'aller Ouais, chercher un profil qui t'a été recommandé ou on t'a dit, tiens, il faut que tu prennes ouais, tel profil à tes côtés. Ouais. c'est ça.
Et le problème, c'est qu'en plus, quand on recrute, souvent, quand on est entrepreneur, on recrute avec un certain degré d'urgence, évidemment. Et donc, on Ouais. veut que la personne soit opérationnelle tout de suite. Et en fait, il faut se dire que c'est normal qu'il ait passé 3 mois parce que sinon, il est forcément déçu, en fait. Mm. Et des fois, il y a des collaborations qui se passent mal parce que justement, on n'est pas dans cette posture de se dire c'est normal, il faut que je me dise pendant les 3 mois, ça va peut-être même ralentir le business, faire l'effet inverse de ce que je souhaite, le temps qu'on processise, qu'on mette en place, etc. Mais en fait, c'est normal, ça fait partie du game. Et il faut être prêt à jouer cette partie-là comme ça. Sinon, là, il y a des frustrations de la part de l'entrepreneur, de la part de la personne qui rentre. Et en fait, derrière, c'est pas fructueux. Ouais, ouais. Merci pour toute cette valeur que tu viens de dire parce que c'est hyper important, effectivement, de prendre conscience, effectivement, que les 3 premiers mois, bah, c'est les plus déterminants, mais ça, c'est ceux qui demandent aussi beaucoup d'énergie. Donc, merci de l'avoir souligné. Ouais. Bah, avec plaisir. Alors, comme je te disais, moi, mon problème, c'était pas tant de pas arriver à déléguer, c'était de déléguer trop vite. Donc, ce qui se passait, c'est que, tu sais, les personnes qui arrivaient dans le business, je leur disais, vas-y, tiens, fais-le. Et en fait, si tu veux, je donnais le bébé. Et je donnais le bébé, mais je donnais le bébé sans process, en mode, ben, tu connais ton métier, donc tu vas savoir mieux que moi le faire. Et ça, c'est une erreur que j'ai eue, c'est de me dire, les gens sont spécialisés, ont des postes, donc ils vont savoir le faire mieux que moi, parce que c'est leur zone de compétence. Or, ce que j'ai appris maintenant avec le temps, c'est que, encore une fois, même si tout est délégable, je reste la personne qui connaît le mieux mon business, mes clients, mon marché, etc., etc. Et que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de génie dans les gens avec qui je m'entoure, mais ce génie laisse place au chaos quand il n'est pas cadré. Et moi, mon rôle, c'est d'apporter de la structure pour que tout ce génie puisse être mis en place et pas laisser place à ce chaos-là. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que CEO. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, tu en as pris conscience, effectivement, avec le temps et l'expérience. Ouais. Mm. Exactement. Donc, du coup, j'ai appris à différencier ça et j'ai fait des erreurs, du coup, de délégation parce que justement, je laissais au bébé, j'étais frustrée parce que ça marchait pas comme je voulais, mais parce que j'avais pas tout bien fixé à l'avance. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup d'humilité quand on délègue parce qu'on peut pas juste blâmer l'autre et il faut aussi se reprendre soi en main et s'observer dans sa posture de CEO en disant, oui, mais attends, c'est normal. Est-ce que leur bonding il a été trop rapide? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il lui manque des process? Et je pense qu'il faut aussi, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre, c'est pas vrai. Ouais, 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 carrément. Ouais, je suis 100% alignée avec ce que tu dis, c'est top. Et quels sont les principaux éléments que tu regardes, que tu recherches chez tes collaborateurs, justement, quand tu les recrutes? Hmm. Hormis les compétences techniques, l'expertise qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce que tu vas les Yes. regarder? Je dirais beaucoup d'autonomie parce que du coup, bon, tu l'auras compris, j'aime bien les gens autonomes. Pour autant, je reste très disponible. Énormément de bienveillance envers les personnes avec qui ils parlent, pour ceux qui sont au contact des clients, mais aussi envers l'équipe en interne. Moi, je pense qu'on peut tous dire la transparence. Je préfère que je soit dit aussi au fur et à mesure, mais qu'elle soit dite. Comme ça évite aussi d'accumuler et de faire des boules de neige. Donc ouais, je te dirais, moi, ce qui est important, c'est vraiment ça. La valeur temps aussi, c'est une valeur qui est très, très forte pour moi. Donc, je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps et je n'aime pas perdre du temps à mes collaborateurs. Donc, j'essaie de mettre tout en place pour qu'eux puissent travailler de la manière la plus efficace possible et que moi aussi, ce soit le cas. Et qu'on soit tous... Parce que moi, j'ai connu quand j'étais salariée, je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais tu sais, ces moments où tu as toujours soit les réunions du lundi, soit du vendredi soir, qui durent à rallonge et qui servent à rien. La réunionite aiguë, c'est ce que j'appelais. Exactement. Horrible, Donc, horrible. voilà, respecter le temps de tout le monde, parce que je trouve que c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. Donc ça, c'est aussi une valeur qui est importante. Ah oui, ça me replonge dans le salariat, dans le corporate quand je travaillais dans les RH. C'était exactement ça. Ouais. Je détestais ces moments-là. Ouais, ça me parle, ouais. Et donc, tu m'as dit au niveau de tout ce qui est gestion de projet, donc tu as une chef de projet. Et Mhm. comment tu gères les projets avec ton équipe, justement? Mhm. Alors déjà, on va avoir différents types de projets. On va avoir les projets qui sont des projets ongoing, c'est-à-dire qu'on va avoir, qui vont revenir avec beaucoup de récurrence. Et puis on va avoir des gros projets phares, comme par exemple là, le sommet qui a lieu une fois par an, où c'est un projet sur lequel on va travailler 4 mois en amont et Mhm, qui va demander beaucoup plus d'efforts, de travail, etc. Donc, tu vois, on a différents types de projets. On a des réunions déjà qui vont être tous les mois. On a une réunion, en fait, moi, avec les équipes, je travaille comment? C'est que j'ai 2 réunions par mois avec toute la team. Et c'est important pour moi que toute la team soit là, même ceux qui penseraient qui ont des rôles mineurs ou pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir une idée.
tu vois, en disant, ah ben tiens, ben, on fait cette offre, et donc du coup, la closeuse va dire, ah ben du coup, je vais rappeler tous les anciens clients pour leur dire qu'il y a ça, etc. Et en fait, tu vois, tout se nourrit. Encore une fois, c'est un écosystème. Moi, je pense écosystème. Donc, on a une réunion qui dure 1 heure en début de mois, où on fait un point sur tout ce que tout le monde doit faire. Donc, la partie marketing, la partie customer care, la partie, tu vois, etc., etc., voyage. Et comme ça, on est clair. Du coup, après, chacun a sa roadmap et chacun sait ce qu'il doit faire dans le mois exactement. Et Hmm. s'ils ont un doute, ils peuvent y retourner dès qu'ils veulent. 2 semaines après, donc à peu près en milieu de mois, on fait un point justement sur ben, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont on track, pas on track, qu'est-ce qu'il faut, etc. Et en plus de ça, on peut avoir, en fonction de justement si on a des projets particuliers ou des suivis de projets particuliers ou des besoins de parler à certains collaborateurs, moi j'ai toujours sur mon calendrier un créneau de réunion, ce sont des réunions de 30 minutes pour ma team. On va venir parler, mais parler en mode sharp. C'est-à-dire que tu as un problème. Moi, j'ai pas envie qu'on laisse traîner les choses et que tu vois, après, ça, on perd du temps. Je préfère qu'on prenne 30 minutes tout de suite, qu'on en parle, ou tu vois, ou qu'on fasse juste du suivi de projet. Mais au moins, c'est fait et c'est fait rapidement. Hmm. Voilà, ça, c'est un petit peu la manière dont on va travailler avec la team en interne. Et quand tu dis, donc, il y a une réunion mensuelle et 15 jours après, donc ce sont Ouais. des sessions de 30 minutes, c'est ça, Oui. avec un ou des membres de l'équipe en fonction de leurs problématiques, pour faire péter les Non, problématiques et avancer, c'est ça? ouais, alors en fait, dans 2 semaines après, c'est une réunion de 30 minutes avec tout le monde en même temps. Ah, à nouveau avec tout le monde, Ouais, d'accord, ok. mais ça va vite parce que en fait, enfin, tu vois, le responsable marketing va dire, ok, ben là je suis on track. Hélène, enfin la responsable, la customer care va dire, oui, ben là c'est bon, là il me manque ça, est-ce que tu pourrais activer ça? Enfin, tu vois, donc c'est assez rapide. Et en plus de ça, il y a la possibilité de prendre des réunions en one-to-one avec moi pour parler Ouais. vraiment d'un sujet en particulier d'une personne. D'accord. Est-ce que tu utilises la méthode iOS par Non, quarter, par trimestre, non? non. D'accord, donc vous, c'est au mois le mois, comment vous fixez vos objectifs, c'est au mois le mois, c'est ça? Alors, ça c'est la partie de ce que je viens de parler, c'est vraiment la partie gestion de l'équipe. Ouais, Après, la partie vraiment mise en place de la stratégie en amont, ça, ouais, on le fait en décembre, en fin d'année, et on met toute ouais. la stratégie pour l'année qui vient. D'accord, ok, pour l'année qui vient. Ouais. Pour l'année qui vient, donc effectivement par trimestre. Et D'accord. on met tous les projets. Ça permet de voir aussi là où il y a vraiment un goulot d'étranglement parce que tu sais, on a toujours tendance à mettre tous les projets à certains moments de l'année, etc. Donc ça permet de se dire, attends, là, il y a trop de choses en janvier-mars, on va mettre ici, etc. On marque tous les gros événements, etc. Par rapport aussi, moi, à ma vie perso, à mes voyages, à mes masterminds, tu vois, pour être sûr qu'il y ait la bande passante un peu partout. Hmm. Et par rapport aussi à nos tableaux financiers, bien évidemment, parce qu'il y a des choses qu'on va déclencher en fonction de où on en est dans nos finances, dans quel scénario on est. Parce qu'on a différents scénarios, et en fonction de si on est dans le scénario normal ou super performant, il y a des choses, en fait, des petits bonus qu'on va activer. Par exemple, refaire un chart graphique qu'on va activer si on est dans le scénario performant, qu'on n'activerait pas aussi. Donc, on a aussi des projets bonus en fonction des résultats financiers. D'accord. Et en fait, après nous, on se fait des comités avec mon intégrateur, on se fait des comités de pilotage tous les mois, une fois par mois, pour faire le point, regarder comment ça s'est passé, etc. Et on a effectivement, une fois par trimestre, un gros point pour parler vraiment de la partie plutôt projet. D'accord. Et pas de réunion hebdomadaire avec, avec l'assistante. L'assistante, elle est chapeautée par quelqu'un, par une OBM ou par l'intégrateur? Ouais, l'assistante, c'est l'assistante chef de projet. Donc, en fait, elle se chapeaute Voilà. elle-même et elle est avec nous dans les réunions, elle est en track, elle sait ce qu'elle fait. D'accord. Et je Ouais. suppose que pour ça, vous avez un logiciel de projet, de suivi de projet. Ouais, on a tout. Alors, nous, c'est Notion. Notion, ok. Team Voilà. Notion. Ok. Team Notion. Bah écoute, c'est venu à moi comme ça. J'avais essayé, je me rappelle à l'époque à Sana, etc. Et puis c'était pas fluide. Et puis on m'a présenté Notion et ça a été d'une fluidité incroyable pour moi. Et on a tout fait. Il y a les espaces de tous les collaborateurs qui sont dessus. Et en fait, ça a vraiment permis de fluidifier tout pour tout le monde. Et tout le monde a ses espaces de travail. On a tous les process. Enfin, c'est d'une simplicité incroyable. Ah ben justement, tu parles de process. J'allais te dire, euh, donc tu as mis en place les systèmes et les process avec l'arrivée de ton intégrateur ou tu avais commencé à les faire avant? Oh, allez, pour être gentille avec moi-même, je dirais que j'avais commencé à les faire avant maladroitement. Mais là où j'ai vraiment commencé à les mettre en place, c'est avec l'arrivée de mon intégrateur. D'accord. Donc c'est lui qui est en charge
de créer les process, les systèmes, et après, pour les mettre à jour, ce sont les personnes qui font les tâches, qui les mettent à jour. Comment ça se passe? Alors, c'est chaque personne est responsable de ses Ah, process dans l'équipe. hmm. Donc, il y a un endroit qui est dédié et tout le monde doit le mettre à jour. Et en fait, nous, on va suivre pour être sûr que c'est on track. Moi, mon but, c'est que si moi, je m'absente demain, quelqu'un, il va vers mes process et il peut faire tout ce qu'il faut. Voilà, la personne, pareil, qui s'occupe des pierres, elle n'est pas là demain. On sait exactement comment mettre en ligne les pierres, les enlever, etc. Donc, mon Ouais. but, c'est que si quelqu'un est malade ou quelqu'un doit partir ou qu'il y a un turnover, ce qui justement apporte aussi beaucoup, beaucoup plus de légèreté après quand ça bouge en termes des équipes, eh Oui. ben, tout est carré. Donc, en fait, une action égale un process dans tous les cas. D'accord. Ouais, donc ça a dû être un travail de grande ampleur, j'imagine, aussi pour l'intégrateur et les équipes pour mettre en place justement tous les systèmes et les process. Oui, Après, ça bah, au marche. début, chacun les fait au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est que Voilà. quand ils prennent en place des postes et que tu as des nouvelles équipes, ils sont contents d'avoir certains process. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que quand j'offboard quelqu'un, par exemple, ma dernière assistante, quand je l'ai offboardée, ben, ces 2 dernières semaines, je lui ai dit, tu fais plus rien, tu fais que les process. Je veux que la personne qui vient après toi, elle puisse les faire. Et ce qui est génial, c'est que quand tu as de très bonnes relations avec tes collaborateurs, parce que les offboarding peuvent très bien se passer aussi, eh bien, en fait, elle est là pour vraiment fluidifier. Et moi, elle avait créé tout, déjà, les espaces de process pour la nouvelle assistante qu'elle puisse venir. Et après, celle qui vient a juste à récupérer ça. Et puis, dès qu'elle, elle met des nouvelles actions, pouf, automatiquement process. Ouais, ça, c'est l'idéal, effectivement. Ouais. Voilà. C'est pas toujours comme ça, on est d'accord, hein, mais Ok, voilà. super. Donc, au niveau des outils logiciels, tu m'as parlé de Notion, donc pour Ouais. tout ce qui est gestion de projet. Donc, si j'ai bien compris également, vos process pour les partager avec l'équipe, tous les process sont partagés dans Notion ou tu les mets dans Oui, un... D'accord, c'est dans ok. Notion, ouais, on a un espace qui est dédié, ouais. D'accord, ok. Et est-ce que tu as d'autres outils logiciels de prédilection que tu aimerais nous partager? Ou après, ça va être, je pense, du bateau. Pour les mails, j'utilise ActiveCampaign. Hmm. Après, je vais utiliser Calendly pour les rendez-vous, Zoom. Ouais, Enfin, tu vois, ça va être les trucs un petit peu classiques. Je pense qu'en termes de logiciels, voilà, Canva, c'est la vie pour les ouais, mais supports. oui, je confirme. Voilà. Et puis après, il y a les plateformes sur lesquelles on est, bien évidemment, Wix pour l'e-commerce et Kajabi pour l'école des pierres. Voilà, mais après, il y a rien de particulier, plein de petits outils qu'on va utiliser pour les réels, Submagic, tu vois, pour le sous-titrage, enfin, plein de petits outils, mais je pense que voilà, tu les connais sûrement déjà. Yes. Kajabi, justement, bah, nous aussi, avec une cliente, on l'utilise. Ouais. On l'utilise notamment aussi pour la newsletter. Oui, Ouais. Donc, toi, tu as fait oui, le choix de prendre Kajabi, mais de prendre, tu m'as dit quoi, ActiveCampaign oui, pour les emails, c'est ça? oui. OK. Alors, encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'ai un écosystème avec les pierres. Alors, déjà, on avait des problèmes de délivrabilité des mails, etc., un petit peu avec Kajabi, je trouvais. Et là, avec ActiveCampaign, ça me permet d'avoir et la partie codage et la partie école des pierres et d'avoir des tags et de pouvoir faire des ponts aussi entre tout le monde. D'accord. Ouais, Tu ouais. vois? Peut-être qu'effectivement, Kajabi, tu as l'option de mettre des tags, mais c'est peut-être pas aussi poussé, effectivement, qu'ActiveCampaign. Ouais. Ouais, puis là, ça permet d'intégrer du coup aussi la base, tu vois, d'Odage pour le sommet, pour le podcast, enfin, tu vois, qu'il y ait tout qui soit relié. Si quelqu'un télécharge un e-book du podcast, ça me met un tag directement. Enfin, tu vois, que tout soit relié et qu'on ait une belle machine derrière pour que ce soit le plus lisible possible et qu'après, du coup, on puisse bien retargeter ou en tout cas créer des mails qui vont être assez ciblés et améliorer l'expérience client. Ouais, top. Et pour ça, c'est le responsable marketing, c'est ça qui s'occupe de Oui, tout ça. D'accord. exactement. Et Ouais. pour tout ce qui est suivi des résultats, justement, les fameux KPI, Oui, euh, tu les suis avec l'intégrateur, je suppose. Donc, tout à fait. quels sont les KPI pour ton activité, pour ton business, pour tes deux activités, que tu affectionnes particulièrement? Alors, en fait, nous, quand on fait notre réunion mensuelle, tu sais, avec mon intégrateur, justement, on aborde toujours les KPI. Et déjà, un KPI qui est hyper important pour nous de regarder, qui est peut-être bateau comme ça, c'est l'énergie de notre team. Alors, comment Donc, tu le mesures? alors, comment on le mesure? Ben, en fait, on sonde, c'est-à-dire que moi, j'envoie des petits messages avant en disant Hello, comment ça s'est passé ton mois? Comment tu te sens? Enfin, tu vois, est-ce que tu es toujours motivé? Gna, gna, gna.
Et des fois, je le mets de manière directe, des fois, je le fais de manière un petit peu plus subtile. Des fois, si je sais qu'il s'est passé quelque chose dans la vie, tu vois, on va le noter. Et ça nous permet de savoir où ils en sont. Et s'il y a une petite baisse, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est la vie perso? Enfin, tu vois, comment on peut accompagner. Et en tout cas, on est sûr de ne pas avoir de situation bloquant. Parce que si ça fait deux, trois fois d'affilée, deux, trois mois d'affilée que ça se passe comme ça, on peut venir et interagir. Et déjà, un KPI qui est hyper important, c'est de savoir si les gens sont toujours motivés et ont toujours la pêche. Parce Carrément. que c'est Ouais, ouais. essentiel. Ça joue. Dans les résultats de l'entreprise, ça joue. Même Ah ben nous, oui, tu vois, ça, complètement. voilà. Et, Complètement. et après, ben là, c'est pareil. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les process. Chaque personne a, en fait, sur Notion, nous, on a notre grand tableau avec tous les KPI. Et en fait, ils sont reliés à la partie de chaque personne. Donc, la Customer Care, par exemple, elle a ses trackers. Elle sait qu'elle en a 5, tu vois. Le nombre, tu vois, le délai de réponse, le nombre de commentaires reçus, enfin, etc. Elle doit les remplir et ça se remplit automatiquement, du coup, de l'autre côté aussi. Donc, à la fin du mois, chaque personne doit remplir ses trackers. Et comme ça, nous, après, le lendemain, on fait la réunion et on a tout qui est rempli par les équipes. Et donc, les trackers qui vont être essentiels vont bien sûr changer en fonction des personnes. On a des trackers qui vont être financiers. Le but, c'est pas d'en avoir trop par catégorie, mais c'est vraiment qu'on puisse avoir des trackers qui nous permettent d'avoir une belle lecture et de savoir ce qui se passe en fait derrière et de prendre des actions et de voir où on en est. Yes. Ouais, après, donc, ouais, Voilà. effectivement, ces trackers, comme tu l'as dit, permettent d'alimenter ton tableau des scores, finalement. Un tableau Exactement, dans lequel tu vas retrouver les différents KPI qui, pour toi, sont essentiels. Mais effectivement, il ne faut pas en avoir trop, sinon après, c'est tu te ça. perds. Ok, Voilà. superbe. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type, même si on le sait très bien, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément les journées qui se ressemblent tout le temps, mais si tu devais nous décrire une journée type, pour toi, ça serait quoi? Alors moi, déjà, il faut savoir que je m'occupe de ma grand-mère qui est en fin de vie. Et c'est ce qui est génial, c'est que avec mon métier, j'ai pu déménager et aller vivre chez elle et qu'elle n'est pas allée dans un EHPAD. Et ça, je trouve que c'est vraiment un luxe quand on est à son compte. Mais c'est ce qui fait aussi que du coup, mon agenda est en fonction de ça. Et notamment, je ne travaille jamais le matin. D'accord, ok. Voilà. Parce que le matin, il y a les infirmières qui viennent, les filles de la SAD, etc. Et en fait, c'est hyper compliqué pour moi d'enregistrer un podcast, de pas avoir de bruit, tu vois, d'enregistrer des vidéos, de faire des rendez-vous avec ma team, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc déjà, je travaille que par demi-journée. Ce qui fait que je suis plutôt un oiseau de nuit, mais ça, c'est de base. Donc, je travaille très tard la nuit et je me lève jamais le matin avant 9h, 9h30. Tu vois, donc ma journée, elle commence, ma journée professionnelle, en tout cas, va commencer à 13-14h, pas avant. Voilà, c'est top ça. C'est comme tu dis, quand tu es entrepreneur et surtout quand tu as une équipe derrière toi, bah, tu peux te permettre après d'avoir un business qui s'adapte à ta vie personnelle. Ouais. Exactement, exactement. Et en fait, au début, c'était très contraignant parce qu'il a fallu que je trouve mon rythme, mais en fait, ça me permet d'être beaucoup plus sharp. Ma deuxième complexité, c'est que j'ai deux business Mm. et une team. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'ai chaque jour de la semaine est attribué à une thématique. Donc, le lundi, c'est journée team. C'est là où j'ai zéro rendez-vous client. C'est le moment où je travaille sur mon équipe et que je suis avec eux et que je regarde tout ce qui est lié à l'équipe. Le mardi, c'est du Odage. Tout ce que je dois faire pour Odage, c'est le mardi. Le mercredi, c'est l'école des pierres. Le jeudi, c'est le jour où je me lave les cheveux et je me maquille. Donc, c'est le jour où je fais la création de contenu. Yes. Voilà. Donc, tu vois, si mon directeur marketing m'envoie un script de vente, il dit, bah, Jade, il me faut absolument ça. Bah, je le tournerai le jeudi d'après parce que c'est toujours le jeudi. Voilà. Et le D'accord. vendredi, c'est la journée où je vais plutôt travailler sur mon business. Où je vais faire soit un peu de compta administratif, etc. Très peu parce que maintenant j'ai une responsable administrative et financière que je bénis et que je chéris. Et du coup, mais c'est l'endroit où je vais plus travailler un petit peu plus sur le business, tu vois. Le samedi, en général, j'ai rien. Et le dimanche, pour moi, c'est une journée de travail que j'adore parce qu'en général, le dimanche, personne t'embête. Qu'est-ce que j'adore travailler le dimanche, c'est génial. Et c'est souvent des moments où je donne les cours parce que je donne des cours, des fois encore en live, où je fais des lives à 14h et je fais des ventes privées aussi le dimanche soir. Donc, c'est une journée qui va être voilà, plus pour travailler, mais toujours tranquille. Voilà, à peu près. Ok. Ouais, c'est bien segmenté. J'aime bien aussi ce mode d'organisation. Ouais, ouais. Top, top, top. Et comment tu définis ton rôle dans ton entreprise avec toute cette team derrière toi? Comment je définis mon rôle Écoute, le mot que tu utilisé tout à l'heure de chef d'orchestre, ou alors tu sais, la Oui. main des marionnettes, tu as plusieurs fils. Et en fait, mon but pour moi, c'est d'être là
et d'apporter la structure, le cadre, la motivation pour que mon équipe performe. Et donc, du coup, je trouve que plus on monte dans sa posture, et d'ailleurs, c'est ce qui des fois peut être contraignant parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça, c'est qu'on a un rôle beaucoup plus de management, Mm. beaucoup plus de stratégie aussi. Donc, j'ai une partie qui va être plutôt. En fait, moi, j'ai trois axes maintenant. J'ai vraiment la partie stratégie. J'ai la partie création de contenu parce qu'encore une fois, je suis beaucoup en personal branding. Donc, création des réels, tournage, etc., du podcast et tout ça. Et j'ai une partie vraiment management des équipes où là, effectivement, ben, mon but, c'est de faire que tout le monde soit bien, de s'assurer que tout le monde est à jour, voilà, de maintenir le niveau d'engagement, etc., etc. Yes. Pour tout ce qui est création visuelle, les réels, comme tu disais, les podcasts, c'est toi qui les fais ou tu te fais assister quand même par quelqu'un Alors dans là, j'ai l'équipe? une personne qui vient, ma photographe vidéaste qui vient, et en fait, qui va venir une journée et on va tourner en une journée 3 mois de réel. Bien. Ah ouais. Ouais, c'est génial. Donc ça, elle prépare à l'avance. Nous, tu vois, on a un tableau sur Notion, justement, avec tous les jours, parce que c'est un réel par jour en plus, nous. Donc on fait vraiment 90 réels, quoi. Et en fait, on a tout prévu à l'avance. D'ailleurs, là, elle vient lundi pour te dire. Et moi, j'ai travaillé dessus là, cette semaine avec ma chef de projet. On a vraiment fait, on met tous les jours, on met tous les tags, on met par rapport au focus marketing de qu'est-ce qu'on a envie de mettre en face, sur quoi, etc. Et après, en fait, on met tous les titres. Et après, il y a ma vidéaste qui arrive, et qui prend le tableau Notion et qui me dit, OK, allez, on commence, premier jour. Alors, Jade, dis-moi, comment purifier ces pierres? Et puis, elle me filme, et puis moi, je réponds à la question, et puis après, elle fait le montage et elle m'envoie. C'est génial ça, hein. Surtout que tu as quand même un rythme assez soutenu. Tu me dis un Reels par jour, c'est Oui, ça? c'est pour ça. D'accord. Voilà, Ok, un ouais, Reels par d'où jour, l'intérêt. un podcast par semaine, une newsletter par semaine, hors les newsletters commerciales. Et après, ben, moi qui suis présente aussi en story, et on a un post 3 fois par semaine, donc 3 posts par semaine aussi. Donc, effectivement, tout ça, ça se fait batcher, hein. Enfin, moi, si. Le Ben, batching, c'est la vie. ah oui, on est d'accord, hein? Que ce soit pour le perso ou pour le pro. Batcher, c'est la vie parce que tu vois, 3 mois de réel, finalement, moi, ça me demande une journée de tournage et aller une demi-journée de préparation du tableau maximum. Je trouve que à ce ratio-là, c'est vraiment du bon 80-20, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ah, ça, c'est le fait de batcher pour trois mois à l'avance, je trouve ça Ouais. génial. Ah, et Ouais, du coup, tu me parlais des logiciels. Et ben après, moi, j'utilise Metricool. où, ouais. euh, où tu vois, ben, la vidéaste va mettre toute cette vidéo sur le drive. Ben, ma chef de projet va venir les récupérer, les mettre sur Metricool et emballer, c'est pesé. Moi, je ne fais plus rien. C'est pareil, les podcasts, j'enregistre, je mets sur le drive et puis elle va les récupérer, elle les monte, elle les met et voilà quoi. D'accord. Ok. Ouais, ça te Voilà, permet de gagner du temps aussi, ouais. Top, top, top. exactement. Ok, bon, bah, génial. Et est-ce que tu peux nous partager tes plus gros challenges mindset que tu as eu à surmonter aujourd'hui et pour faire ce que tu fais au quotidien en tant que CEO? Oui, le plus gros challenge mindset que j'ai eu en fin d'année dernière, c'était justement de me dire, en fait, de me dire que j'étais une vraie CEO et qu'il fallait que je prenne la posture de leader parce que, en fait, je sais pas si tu es familière avec le terme de A player, je pense que tu l'es. Yes. Voilà, pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'un A player, c'est quelqu'un qui va être, c'est comme au foot, on envoie l'équipe A d'abord et les B, c'est les remplaçants au cas où. Et en fait, le but, c'est de s'entourer de collaborateurs qui vont être A player, donc qui vont être vraiment les meilleurs dans leur marché à l'instant T. Et donc, moi, mon but, ça a été de m'occuper de ces personnes-là et de me dire, ils savent très bien ce qu'ils font encore une fois et je vais les laisser faire parce qu'ils vont performer, ils vont surperformer. Et en fait, je vais les laisser faire. Et je pense que ce qui a été le plus dur, c'est de me dire, en fait, non, un A-player, encore une fois, ne peut pas être plus que toi un A-player. Et il faut quand même être là, il faut quand même apporter de la structure. Et ça a été un challenge parce que du coup, je m'étais un petit peu défaussée dans ma posture de CEO par rapport à ça, entre guillemets. Et il s'est passé des résultats qui n'étaient pas forcément positifs. Et j'ai blâmé forcément la personne de l'équipe, mais je me suis dit, c'est toi aussi, Jade. Enfin, au bout d'un moment, reprends-toi en moi, prends ta place de, tu vois, de chef d'entreprise. C'est ton rôle de le faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre ça en place, bah, tu vois, les choses se sont alignées petit à petit et se sont remis en mouvement dans le bon sens. Hmm. Ouais, c'est le fait que voilà, que tu montres que tu es là aussi pour eux en termes de soutien, mais aussi pour donner la direction, C'est pour ça. recadrer aussi les choses, ouais. Hmm. Exactement. La deuxième challenge dont je pourrais te parler, c'est peut-être aussi le fait, tu vois, si j'ai mis ces rendez-vous de 30 minutes avec la team, c'est que j'étais énormément sollicitée pour beaucoup de choses. Et donc, en fait, c'est de voir qui font les effets tampons. Par exemple, ma chef de projet a beaucoup cet effet tampon envers l'équipe et moi.
où ils vont la solliciter elle un maximum d'abord et elle va me solliciter moi que sur certaines choses. Et donc, ça, c'est très précieux. Ça m'évite d'être noyée parce que avant, euh, quand tu passes de solopreneur à CEO, c'est la personne référente de ton équipe et donc tu es sollicité tout le temps. Et donc, c'est Par tout le apprendre, monde. Ouais. voilà, par tout le monde. Donc, c'est apprendre à tout le monde à prendre ses postures et à demander d'abord à la personne ressource et que moi, je sois vraiment la personne ultime derrière. Et donc, c'est préserver, c'est être, en fait, c'est préserver mon énergie et mon temps de toutes les petites merdouilles qui n'en ont pas besoin pour être là pour mon équipe quand il en a vraiment besoin. Et ça, c'est essentiel aussi. Yes, et puis je me retrouve totalement dans ce que tu dis parce que moi aussi, mon rôle en tant qu'OBM, c'est de faire le tampon justement entre l'équipe et le CEO. Effectivement, si tout le monde devait passer en direct, comme tu le dis, après, c'est difficile, Ouais. hein. La charge mentale, plus, et j'en passe. Donc, C'est très ça. important. Très Et en même important. temps, tu vois, moi, ma posture de CEO, c'est aussi, par exemple, tu vois, si je travaille avec toi, c'est de te préserver aussi de cette pollution-là aussi et de faire en sorte de, OK, bah, toi, du coup, t'es ce goulot d'étranglement et comment faire que justement ça ne s'étrangle pas et qu'il y ait des process pour que ça remonte à toi, mais que ce soit carré, que tu n'en souffres pas non plus. Donc, tu vois, t'as ce jeu d'équilibriste qui doit être hyper bien mené. Exactement. Tout à fait. Voilà. Top, top, top. Est-ce que tu as des routines bien-être ou des habitudes que tu aimerais nous partager qui contribuent justement à ton succès en tant qu'entrepreneur, voilà. Ouais. Et aussi en termes d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Est-ce que Alors tu peux moi, nous partager? je suis une slowpreneur, c'est-à-dire que je suis taureau. Donc moi, c'est mon équilibre, mes besoins avant moi d'abord. C'est-à-dire que moi, si mes besoins ne sont pas remplis, dans tous les cas, je n'avance pas. S'il n'y a pas de carburant, je fais rien, je ne me pose pas à bout. Déjà, je me chouchoute énormément et j'ai un équilibre qui passe d'abord par mon équilibre perso. Tu vois, même quand on fait les plannings, quand je dois faire un planning pour l'année, ce que je disais, je mets d'abord en date mes vacances, les moments où je veux partir, etc. Et ensuite, je remplis le business par rapport à ça, qui est un essentiel. Mm. Et dans mon quotidien, je vais énormément me chouchouter. Déjà, je m'offre un massage toutes les 2, 3 semaines. Ça, c'est un essentiel. Parce qu'on peut être crispé, même bah, c'est bon pour la partie physique, mais aussi tu vois, pour tout le reste. Donc ça, c'est une petite carotte que je me donne. Je travaille dur, j'ai le droit à ça et donc je le fais. Je prends aussi beaucoup de bains. Ça, bon, c'est aussi lié à mon endométriose, mais ça me ressource et ça me fait énormément de bien. Il faut savoir que, voilà, enfin, toute cette partie-là, j'ai quelqu'un aussi à la maison qui fait le ménage. Moi, je ne fais pas le ménage. Je considère que pour être performant dans son business, et on a parlé beaucoup de délégation aujourd'hui, mais si tu délègues et que tu es performant dans ton business et que tu délègues pas à la maison, ça sert à rien. Exactement. Déléguer chez soi, c'est important, et mettre des process chez soi, c'est important aussi. Et le temps que je vais passer à faire le ménage, c'est du temps qui me fait pas forcément très plaisir, sauf si on adore ça, hein, mais c'est des temps qui, moi, me fait pas forcément très plaisir et où je pourrais passer à faire quelque chose soit de qualitatif pour moi, soit pour mon business, dans tous les cas. Donc, il va y avoir ça qui va être aussi très important. Après moi, je m'écoute. En fait, je pense que le plus important à savoir, c'est que l'équilibre, c'est pas du 50-50, c'est pas moitié business, moitié entreprise. C'est justement arriver à se À faire cet trouver, hein. équilibre. Voilà. Exactement. Tu vois, là, hier soir, j'ai rendu le manuscrit de mon livre et de mon oracle qui vont sortir. Donc, j'étais en mode un petit peu no life ces 2 dernières semaines. Et en fait, eh ben, la maison est en bordel à côté. Et c'est OK parce que mon équilibre, ça a été de délaisser certaines choses pour avoir justement de l'énergie dans ce que je fais à l'instant T. Et donc, je trouve que la pire erreur qu'on puisse faire, c'est d'avoir un niveau d'exigence tel envers soi-même et en fait de s'imposer certaines normes, alors qu'il faut se dire que l'équilibre, c'est juste que quand il y a un mouvement là, il faut que l'autre descende et vice-versa, des deux côtés. Et il faut arriver, en fait, comme un équilibriste, à tenir sur ce fil sans tomber. Et en fait, pas à dire, bon, ben, je suis à fond sur le boulot et je garde en même temps ce que je faisais à côté. Non, l'équilibre, c'est vraiment arriver à trouver ce jeu-là. C'est ça, se déculpabiliser aussi et savoir effectivement prendre ce recul. Ouais, Exactement. par rapport à tout Après, ça. moi, on va dire que mon avantage en tant qu'entrepreneuse, ma force, c'est mon mindset. J'ai un mindset à toute épreuve. Donc voilà, je suis née avec les gènes du bisounours. Il y a toujours du bon dans du négatif. Du coup, en fait, quoi qu'il se passe, je me pousse jamais à bout, ni physiquement ni mentalement. Et en fait, voilà, je trouve toujours la bonne version, la bonne chose à faire. Et ça, c'est important. Et le mindset, on pourrait se dire, oui, elle a de la chance, elle est née comme ça. Le mindset, ça se travaille. C'est comme un muscle. J'ai tendance à dire que, tu vois, c'est comme un muscle. Si on ne fait pas de sport, ben, on n'a pas de muscle. Le mindset, c'est exactement pareil.
Donc oui, c'est pas inné. Au début, ça demande de la discipline, de se forcer à le faire parce que ben, c'est comme tout. Et après, ça devient une habitude. Et en fait, après, on le fait naturellement et c'est une évidence. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que justement tu peux nous dire, voilà, est-ce que tu as suivi, tu as été coaché, mentoré par rapport au mindset, au blocage, aux croyances limitantes, tous ces aspects-là? Oui, oui, oui. J'ai été coachée, mentorée. Alors, plutôt sur les croyances limitantes qui vont être aussi beaucoup liées à l'argent. Ça, c'est une étape, je pense, auquel on passe forcément quand on atteint un certain niveau de business, parce que surtout en France, on est très conditionné sur ces valeurs-là. Donc, moi, il y a un moment où, au bout d'un an, ça faisait 6 mois que j'étais à mon plafond de 10 000 € par mois de CA, tu vois, et j'arrivais pas à l'exploser et ça me frustrait. Et c'est là que j'ai aussi décidé d'intégrer un mastermind et de me faire coacher, etc. Parce que il y avait quelque chose qui manquait en fait. J'avais beau appliquer toutes les stratégies, tout faire bien, essayer, ça ne marchait pas. Et donc Ouais. ça a été un grand shift. Et après, je te dirais, le fait d'évoluer dans des sphères et d'être avec des entrepreneurs de haut vol et d'écouter ce qu'ils disent, ça vient déconstruire certaines choses naturellement aussi. Les croyances, on peut travailler dessus, mais quand on change son écosystème, parce qu'on est toujours hein, les personnes avec qui on est, hein, etc., quand on change d'écosystème, on change aussi de croyances naturellement. C'est-à-dire que moi, toujours voulu pousser mes boîtes au million. Et le fait d'aller dans un mastermind où il y avait autant de gens qui faisaient le million, ça devient plus quelque chose de rare, ça devient presque une évidence La- qu'on va le faire. oui, la norme. Ouais, ouais, Tu c'est vois la ça. norme. Et tu te dis, et en fait, après, tu te dis, oui, non, mais le million, je vais le faire, c'est sûr. C'est juste que, bon, là, il faut que je mette la stratégie en place. Mais, et en fait, ça te shift un petit peu tout. Et ça, c'est à tous les points de vue et à tous les niveaux. Ah ouais. Non, il y a beaucoup de bénéfices, effectivement. Tu parles du mastermind de Romain Collignon, Squared? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, qui est génial, Ouais. que j'adore, que je me suis sentie aussi très seule en étant entrepreneur. Justement, tu parles de solopreneur à CEO. Je pense que la différence, elle se fait aussi dans cet accompagnement. Je pense que quand on est solopreneur, on est un petit peu seul. Moi, il y a un moment où j'étais seule, j'ai avancé et en fait, j'avais plus personne à qui parler ni pour célébrer mes victoires, parce que finalement, quand on parle de ces victoires, et elles paraissent très vite énormes pour certaines personnes qui ne sont pas dans notre milieu, quand tu dis, ouais, j'ai fait 10 000 € par mois, les gens se disent, oh et voilà. Et à l'inverse, pour les échecs, parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Et que pour eux, surtout qu'en plus, quand on est dans la lithothérapie, la fille, elle vend les pierres de son côté, et puis, tu vois, les gens ne sont pas là pour nous. Et je me suis sentie très seule pour échanger à tous ces niveaux-là. Et le fait d'avoir le mastermind, d'avoir une famille d'entrepreneurs avec moi, D'avoir des pairs, voilà, des pairs à tes côtés exactement. Ça m'a qui permis rencontrent. d'échanger et cette solitude-là. Et ça m'a permis aussi d'évoluer dans la posture de CEO. Et je pense que le solopreneur, souvent, est très seul aussi, même chez lui, dans sa posture. Alors que le CEO va avoir commencé à avoir aussi cette notion de réseau et s'entourer. Et ça, c'est très précieux. Yes, vraiment. Ouais, Voilà. top, 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 top. Est-ce qu'on arrive presque à la fin de notre interview? Ah, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que justement, tu peux nous dire un petit peu quels sont tes désirs pour cette année 2024? Ouh, ça marche. Et ben, cette année, on va organiser 4 voyages à l'étranger pour emmener les gens au Maroc et à Madagascar au cœur des mines. Donc ça va être très puissant. Comme je te l'ai dit, il y a le livre aussi et l'oracle qui vont sortir. Oui. Ils sortent Ça quand? va être... Et alors, bah, je sais pas, je viens de remettre le manuscrit. Le livre va sûrement sortir en milieu d'année. Et D'accord. l'oracle soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Voilà, Super. mais c'est dans la boîte. Et puis après, on a plein de gros projets. Là, en fait, quand on a beaucoup apporté de changements dans l'équipe, dans l'activité, le but de cette année, c'est vraiment de structurer et d'optimiser. Donc, c'est-à-dire aller sur nos forces. Et par exemple, là, on a fait le sommet, tu vois, l'année dernière, on a eu tant de personnes. Comment est-ce qu'on peut faire x2, x5, x6, x10? Donc, vraiment, garder ce rythme-là et arriver à apporter de la croissance et à scaler sur ce qu'on a déjà mis en place. Waouh. Des beaux projets, superbe. Et est-ce que tu peux justement nous parler des challenges que tu souhaiterais relever pour cette année 2024, que ce soit pour la gestion de ton entreprise ou les challenges de manière générale? Est-ce que tu peux nous en partager? Oui, moi, les challenges, justement, il y a cette partie d'équipe qui commence à être déjà vraiment pas mal. Et ce que j'aimerais, c'est, il y a deux, trois petits postes. Par exemple, là, on est en recrutement pour Odage, pour un responsable marketing, pour la partie vraiment e-commerce, parce que c'est un secteur qui est à part aussi. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir avoir une équipe qui, même si on sait que ça tourne tout le temps, mais qui soit vraiment forte et qui puisse être autonome et être efficace, tu vois, que tout se soit fait. Donc, il y a quand même ce challenge un petit peu encore de management et de recrutement qui va être là encore cette année. Moi, je vais beaucoup voyager,
que ce soit pour les clients ou pour le perso. Parce que tu vois, par exemple, quand je fais un voyage à Madagascar et que j'emmène les gens avec moi dans les mines, il faut que j'aille d'abord toute seule pour tout organiser, parce que personne ne peut sélectionner une mine à part moi, c'est mes compétences, c'est mon réseau, c'est mes fournisseurs. Donc, Hmm. du coup, ça me demande de partir une autre fois à Madagascar en début d'année. Donc, tout ça, en fait, ça fait que je vais énormément voyager pour le perso, pour le pro. Et donc, le but, c'est d'avoir justement un business qui soit aussi automatisé, qui run, pour que moi, je puisse avoir l'espace de faire ça, ce qui me fait plaisir. Et on a aussi cette notion où, encore une fois, me détacher toujours un petit peu plus de l'opérationnel pour rester dans cette partie de création de contenu, de management et de stratégie dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai eu une réunion avec ma customer care parce que ça y est, ça fait les 3 mois sont passés, pour venir lui apporter, lui permettre, on est contente qu'elle puisse prendre d'autres responsabilités en plus. Là où moi, je fais encore certaines choses et on s'est dit, OK, mais là, t'as plus besoin. Ça, tu peux le. Donc, tu vois, identifier les zones où je suis encore beaucoup dans l'opérationnel pour pouvoir vraiment sortir de ça de plus en plus. D'accord. Ouais, bah super, Voilà. bon, plein de projets en perspective, notamment avec l'équipe, c'est top. Oui. Eh bien, écoute, Jade, est-ce que je vais te laisser tout simplement le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Je leur dirais de suivre leur intuition, de bien s'entourer, parce que Mhm. souvent on est avec des personnes autour de nous qui nous aiment, mais du coup qui vont nous parler d'un endroit de peur pour nous. Et, et on les aime et c'est normal, mais du coup de s'entourer de personnes de haut vol aussi pour vraiment nous pousser à avoir une vision qui soit plus large. Euh, et ça, je pense que c'est le principal. Moi, je pense que si on est entouré de personnes qui nous poussent vers le haut et qui nous tirent vers le haut, que ce soit en termes d'équipe, mais que ce soit en termes aussi voilà, de mastermind, de réseautage, etc., c'est un accélérateur et ça nous renforce aussi personnellement. Top, 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 top. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci Merci à toi de beaucoup. m'avoir invité Avec plaisir. Et si les personnes veulent, quel est le meilleur moyen pour te contacter? sur Instagram. Ça reste le meilleur moyen sur Odage, sur Instagram. Voilà, si vous voulez qu'on discute et ça avec grand plaisir. Superbe. Ben, merci pour cet échange, Jade, et à très vite. Encore merci. Ciao, ciao.